Le nouveau Front Populaire et le RN, il est quoi en réalité dans le spectre gauche-droite? Est-ce qu'il est de gauche? D'extrême gauche? Est-ce qu'il est de droite ou alors communiste? D'extrême droite? Voire même néo-fasciste nostalgique de Vichy? Avant de juger de quel côté sont placés les partis politiques français, faut définir c'est quoi. C'est quoi les valeurs des gauchos et celles des droitards? Puis déterminer à partir de quand ça devient extrême. Et pour ça, on a besoin de revoir un peu d'histoire, pour retourner aux sources de ces courants. En 1789, la Révolution française a bouleversé le système politique français. Donc la création de l'Assemblée nationale était nécessaire afin de définir les lois et le pouvoir du roi. La première fois qu'on entend parler de gauche et de droite, c'est l'année où l'Assemblée nationale a été créée. En 1789, lors des débats à l'Assemblée nationale, les membres ont commencé à se regrouper en fonction de leur opinion politique. Ceux qui voulaient que le roi ait moins de pouvoir pour offrir plus de pouvoir au peuple se regroupaient à gauche. Et ceux qui favorisaient la monarchie et le conservatisme se mettaient à droite. Tout ça a été encore débattu avant la fuite de Louis XVI, le dernier roi de France, qui a été menacé de mort par son peuple. C'est qu'en 1991 qu'il a tenté de s'enfuir de France pour sauver sa peau. Mais c'est quelques jours plus tard qu'il sera retrouvé dans sa cavale et tué 2 ans après par son peuple. Le peuple ayant commencé la révolution en 1789, car il y avait un affaiblissement de la monarchie, en plus que le roi était trop gourmand sur les taxes, et qui a été un succès du peuple. En soi, la gauche avait gagné cette bataille. Ceux qui voulaient plus de pouvoir au peuple ont gagné. Le roi n'était plus là pour avoir du pouvoir. Donc à la base, la gauche c'était ça. Et le peuple était de cette gauche ancienne. Et les enfants palestiniens continuent à se faire déchiqueter, brûler, amputer, affamer, sans la moindre réaction sérieuse de votre gouvernement. Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. 241 jours et vous ne parvenez toujours pas à saluer la mémoire de nos 43 compatriotes français sauvagement assassinés le 7 octobre. Au fil des années, les débats ont évolué car les problèmes étaient différents entre les époques et avec ça les concepts de gauche-droite ont aussi changé. La gauche traditionnelle s'est transformée et a inclus des courants variés allant d'une simple tolérance au socialisme au communisme. La droite quant à elle a aussi diversifié ses positions, intégrant des idées libérales, conservatrices et nationalistes. Avec le temps le contexte a changé et donc il n'est plus question d'un débat entre un conservatisme monarchique ou diminuer le pouvoir du roi pour en donner plus au peuple. Là il est question de nouvelles problématiques comme l'économie, l'écologie, l'éducation et souvent l'immigration. Aujourd'hui, on n'a plus aucune nuance quand il s'agit de parler politique. Regardez simplement ces tweets qui reflètent ce que pensent certaines personnes. Respecter la démocratie, ce n'est pas confier le pouvoir à un groupe d'extrême gauche rejeté par 75% des électeurs. Et pendant ce temps-là, Macron laisse le NFP se fracturer. L'extrême gauche et ses islamo-wokis seront les grands cocus de cette élection. On pourrait dire que tout le monde est d'accord. Le RN est un parti d'extrême droite. Mais même ici, il y a un gros malentendu. Les gens du NFP se disent de gauche, d'où l'union des gauches. Tout le monde qualifie le RN d'extrême droite, sauf leurs partisans et leurs députés. Mais ce qui est sûr, c'est que le ministère en charge des élections a classé le RN dans l'extrême droite. D'ailleurs, classification qui a été confirmée par le Conseil d'État. Et ils ont classé tous les partis du NFP à gauche, c'est-à-dire la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti Socialiste, et ils ont même classé le Parti Communiste comme étant à gauche. Bon, là ils abusent, pas déconner non plus. Du communisme. Aujourd'hui, un parti de gauche, c'est un parti qui se focalise surtout sur la répartition des richesses, la protection sociale, l'écologie et l'égalité. Un parti de droite, c'est plutôt concentré sur la responsabilité individuelle, les valeurs traditionnelles, la fiscalité allégée, contrôler l'immigration, qu'on retrouve notamment plus dans l'extrême droite. Pour savoir répondre aux questions suivantes, droite ou extrême droite pour le RN, on va voir ce qui leur est reproché et je vais y répondre de la manière la plus juste et honnête pour voir si c'est vrai. Donc, le RN est-il un parti raciste? Le RN est-il contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité? Et le RN est-il islamophobe? Il faudra faire la même chose avec le nouveau Front Populaire. Pour ça, les questions qu'on va se poser sont: le NFP ont-ils un système économique stable? Et Jean-Luc Mélenchon et LFI sont-ils antisémites / judéophobes? La gauche est-elle contre la loi anti-squatter qui interdit aux SDF de squatter dans une propriété privée? Ce sont les principales inquiétudes que certains ont par rapport à ce parti. On va commencer par essayer de savoir ce que pense le RN de l'esclavage. Bon, sur Twitter, ça parle directement de RN qui vote contre la reconnaissance de l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité. Votre groupe parlementaire a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité proposée au Parlement européen. La honte est à jamais sur vous sur ce sujet. Marine Le Pen ose tout, et c'est même là qu'on la reconnaît. Jordan Bardella et les députés RN ont voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Tout commence avec des propositions au Parlement européen concernant un texte de loi. En 2020, George Floyd a été tué par des policiers américains. Cette nouvelle a fait un scandale car les violences policières aux États-Unis se sont multipliées face aux Noirs. Le mouvement BLM a été créé face à ces policiers qui ont gardé du racisme depuis l'époque de l'esclavage et de la suprématie blanche. Après ça, les partis au Parlement européen devaient voter pour ou contre un texte de loi en rapport avec l'esclavage. Ce texte de loi visait 2 principales propositions. 1. Déclarer que l'esclavage est un crime contre l'humanité. 2. Que le 2 décembre soit désigné une journée européenne de commémoration de l'abolition et de la traite des esclaves. Oui, effectivement, le RN a voté contre ce texte de loi.
Bon, au début, quand tu vois les tweets, c'est que le RN vote contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Quand tu lis ça, soit tu veux pas vérifier, tu te poses pas plus de questions et tu diabolises le RN encore plus, soit tu te dis au départ que c'est un canular, que c'est faux. C'est pas possible de pas reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et ça a été ma réaction. Parce que c'est littéralement impossible, qui que tu sois en 2024, qu'un être humain dise que l'esclavage c'est pas un crime. En tout cas, pas en politique. Mais en cherchant plus loin, ce texte de loi a eu 493 voix pour et 104 contre. Parmi le RN, 22 des 23 députés ont voté contre ce texte de loi. Seul Philippe Olivier n'a pas participé au vote. J'ai essayé de prendre du recul. Et si vous voulez faire l'avocat du diable, en toute honnêteté, je pense que le RN considère quand même l'esclavage comme crime contre l'humanité. Sinon, ce serait juste inhumain. Mais plutôt qu'ils ont voté contre, car ils ne sont pas d'accord avec la deuxième mesure, celle de faire du 2 décembre une journée commémorative de l'abolition et de la traite des esclaves. L'explication, basant sur leur discours habituel et leur vision, est qu'ils sont contre cette journée commémorative du 2 décembre, car certains députés d'extrême droite, y compris ceux du RN, sont opposés à ce qu'ils perçoivent comme étant de la culpabilité collective. En gros, pour eux, ça veut dire qu'il faut pas avoir honte de soi à cause de nos ancêtres, et que cette journée est considérée par eux comme étant de la culpabilité collective, genre les blancs on est mauvais et on doit se soumettre alors même qu'on n'a rien fait et que c'est la faute des anciens. Personnellement, je le vois pas du tout comme ça, mais plutôt comme étant une journée où on est fier d'avoir fait avancer le monde en abolissant la traite des esclaves. Mais quoi qu'il en soit, honnêtement, ils sont pas pour l'esclavage, mais ils pensent que ça pourrait nuire à une certaine image de l'identité française qu'ils défendent. Marine Le Pen avait publié le 10 mai un tweet où elle exprime sa pensée aux territoires colonisés par la France qui ont souffert de ce qu'elle dit elle-même être un innommable trafic qui avilit l'homme et outrage la dignité. Elle avait publié ce tweet à l'occasion de la journée commémorative nationale de l'abolition de l'esclavage le 10 mai. En dessous du tweet, on a des réponses de personnes qui sont dans une incompréhension que j'ai moi-même ressenti en lisant ce tweet, car ils sont contre une journée commémorative européenne de l'abolition de la traite des esclaves le 2 décembre, mais pour une journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage le 10 mai. Au départ, l'incompréhension est totale. Par exemple, le GOAT Antoine Léaumont qui commente que leur groupe a voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité par rapport justement à ce texte de loi en 2020 après la mort de George Floyd, et que c'est la honte. Bon, c'est très extrême comme vision pour un parti qui ne dit pas être d'extrême droite, de voter contre un texte de loi prenant 2 mesures pour condamner l'esclavage. Pour cette raison, le RN gagne 1 point d'extrémisme dans le classement. Je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Un premier point, je ne suis pas raciste. Mais je ne suis pas non plus de la secte antiraciste. L'antiracisme, c'est le communisme du 21e siècle. Le RN est-il raciste? Quelles sont les raisons des accusations de racisme contre les députés RN, surtout Jordan Bardella? Voici toutes les raisons qui pousseraient à croire que Jordan Bardella est raciste. Il est contre le droit du sol, pense notamment que les prénoms des Français ne devraient pas être de culture étrangère. Moi, je pense que le prénom, c'est un marqueur d'assimilation. Je pense que c'est important de donner des prénoms français à ses enfants. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Le prénom, en tout cas, est un marqueur culturel. Bon, ça c'est surtout Éric Zemmour. Et il est contre que les binationaux, c'est-à-dire des personnes ayant une identité française, mais aussi d'un pays étranger, aient accès à des métiers sensibles, haut gradés. Et il prend comme exemple de patrons de services de renseignement qui soient franco-russes et qui dans ce contexte pourraient être gênants. Il est aussi considéré comme raciste car prévoyait de contrôler l'immigration plus sévèrement et de prioriser les Français, par exemple pour les logements et les soins gratuits à l'hôpital. La nationalité française, pour moi, s'hérite ou se mérite. Si l'un de vos 2 parents est français, eh bien, vous devenez de facto français, c'est ce qu'on appelle le droit du sang dans nos textes. Sinon, à l'âge de 18 ans, si vous êtes né sur le sol de France, vous pourrez engager une demande de naturalisation. Mais je ne veux plus que le droit du sol, aujourd'hui sous sa forme actuelle, soit une pompe aspirante de l'immigration. Alors je vais jusqu'au bout. Donc si à 18 ans, vous répondez à un certain nombre de critères, la maîtrise de la langue, le respect du pays qui vous a accueilli, l'absence de casier judiciaire, alors vous engagerez une demande de naturalisation et vous pourrez obtenir la nationalité française. Bardella explique qu'il veut supprimer le droit du sol comme il l'est actuellement, c'est-à-dire tu nais en France, tu deviens français à ton adolescence. Jordan lui dit qu'il faut qu'à 18 ans, on doit demander de devenir français et puis passer un test basé sur des critères. Bon, cette histoire de donner la nationalité seulement si le jeune l'a demandé à 18 ans, et il a pas intérêt à oublier. Si Jordan Bardella était passé, ça voudrait dire que si t'es né en France, pour avoir une identité, il faut vouloir être français et donc la demander. Et certains trouvent que c'est pas choquant qu'il faille exprimer l'envie d'être français, même si on est né en France. Très bien. Et ceux qui sont nés en France et qui sont français, ils ont fait quel effort? Pourquoi demandent-ils aux autres un effort qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes, à ceux qui ont des parents français? D'après Jean-Luc Mélenchon, par racisme, tout simplement. Quel effort ils ont fait? Pourquoi ils veulent faire? Ils demandent aux autres un effort qu'ils ne se sont pas appliqués à eux-mêmes. Pourquoi?
Ben, par racisme, tout simplement. Je m'explique. Parce qu'ils pensent que quelqu'un qui est né dans une famille dans laquelle il y a des étrangers, au point que la nationalité soit discutable, c'est penser que les petits ne sont pas tous les mêmes quand ils naissent, quand ils vont à l'école ensemble, quand ils vont à la piscine ensemble, quand ils lisent, ils écrivent, ils parlent français, la langue commune. Car quand t'as grandi en France, on parle surtout le français, quelles que soient les origines de sa famille, et pense que malgré tout ça, leur origine prend le dessus, au point ils font discuter de sa nationalité française. Non, ça c'est mettre des personnes dans des cases. Et c'est encore pire quand ce sont des enfants qui ont grandi de la même manière et que l'un doit demander d'être français alors que l'autre non. Mais ils ont grandi ensemble de la même façon. Les deux gars ils ont juste apparu dans le monde et il y en a un des deux qui a un truc en moins que l'autre a déjà. Revoyez votre définition du racisme. Là ils mettent littéralement des personnes au second plan. Et je parle pas des parents là, bien des enfants qui sont nés en France et pourtant sont traités différemment. Je supprimerai l'aide médicale d'État qui permet à des étrangers en situation irrégulière de bénéficier de toute la palette de soins gratuite sans aucune condition. En voilà une qui me fait grincer des dents. Car interdire des soins médicaux à des étrangers en situation irrégulière, c'est refuser à des personnes qui ont fui à la guerre et les bons de guérir de leurs blessures. Bien sûr, un fonds d'urgence réduit au strict minimum répondra aux urgences absolues, vitales. Mais par principe, la générosité universelle de la France n'est plus tenable. Alors il précise ensuite que bien sûr, il y aura un fonds d'urgence minimum pour répondre aux urgences absolues, qui sont vitales. La question ici est, à partir de quel moment c'est considéré comme vital? Est-ce qu'une personne qui a fouillé les bombes, qui a une blessure grave qui l'handicape, mais dont sa blessure n'est pas une question de vie ou de mort, doit rester dans cet état? Répondra aux urgences absolues, vitales. Le RN frôle très souvent le racisme, en mettant souvent les personnes étrangères dans un second plan, sous prétexte bien souvent que ça a des nuisances au niveau de la sécurité. Jean-Marie Le Pen, il est antisémite? Je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite pour Jordan. Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Visiblement, il a pas le culot. Il va pas critiquer le créateur de son parti après tout. Bon, vous serez normalement tous d'accord pour dire que c'est une dinguerie. Bien sûr. Et ça, sans parler des massacres auxquels il aurait participé. Bon, je pense qu'on a su répondre à la question. Le RN est-il raciste? Et une réponse qui est juste et que du moins, il s'en rapproche extrêmement. C'est comme quelqu'un qui se penche vers le vide, mais qui saute pas quoi. Ils sont toujours au bord du racisme et ils sautent pas complètement. Néanmoins, avec ça, on peut déterminer la pensée qu'ils propagent. Une autre chose qui est énormément reprochée à ce parti, c'est son rapport avec les musulmans. Et on va voir dans cette partie si le RN peut être considéré comme islamophobe ou si au contraire, leurs mesures sont réalistes par rapport à l'islam et n'ont rien de discriminatoire. Ah, le voile. Ce morceau de tissu qui est responsable de la crise, du chômage, de la famine en Afrique et même de la crise économique et le Covid-19. Bon, bien évidemment, j'abuse un peu, mais c'est juste pour rentrer dans le vif du sujet. Première décision qui a été prise par les islamistes radicaux, la première, ça a été de voiler les femmes. Donc, c'est un signe. Mais je ne parle pas de l'islam. Pardon Sabrina, mais je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islamisme. Je parle d'une idéologie totalitaire qui est comme le nazisme, qui doit être arrachée de notre pays pour que nous soyons tous libres. Mais dans ce cas, Madame Le Pen, expliquez-moi la différence entre l'islam et l'islamisme. Car le livre de l'islam, c'est le Coran. Et que la prescription de la tenue vestimentaire de l'homme et de la femme musulmane, on la retrouve dans le Coran. Et que c'est dans le Coran qu'il est écrit que le voile fait partie de la tenue vestimentaire d'une musulmane et non pas islamiste. Donc dire que prescrire le port du voile c'est comme du nazisme, c'est littéralement dire que le Coran c'est comme le nazisme. Et donc l'islam. Et ça, ce sont des pensées qui sont extrêmement dangereuses et qui mènent à des amalgames. Voici pourquoi il y a eu des agressions contre des femmes simplement musulmanes, comme cette femme qui habite à Madrid, qui est venue en tant que touriste à Paris et qui s'est fait cracher dessus, ou ces deux femmes qui se font agresser physiquement. Le RN, ce sont les seuls qui ont des propos extrêmes sur le voile, et donc les seuls susceptibles d'être ceux qui ont influencé ces agresseurs. Le voile est la pire chose qu'on puisse faire en 2022 à une femme en termes de liberté pour elle. C'est-à-dire c'est un acte, mais parce que ça veut dire, celle qui ne le porte pas est impudique, et donc il faut se cacher en réalité. Et je trouve que c'est affreux. Bon souffle. Elle dit que celle qui porte le voile fait sentir à ceux qui ne le portent pas comme étant impudiques. Et donc que ça enverrait le message que les femmes doivent se cacher. Mais attends, avec cette logique, tu vas pas aller très loin. Regarde, le pantalon, c'est comme dire que celle qui porte un short est impudique. Et que donc ça veut dire qu'il faut se cacher. Donc on va interdire le pantalon. Et hop hop hop, les manches longues. Ça veut dire que ceux qui ont des manches courtes sont impudiques. Il faut interdire les manches longues. Mais non, elle a cette logique que pour une tenue qui est prescrite dans le Coran. Oh, comme c'est bizarre!
Jordan Bardella. Je pense que la France fait face maintenant depuis plusieurs années à une offensive islamiste qui se traduit partout dans l'espace public et que l'espace public est devenu aujourd'hui un espace de conquête pour les fondamentalistes islamistes. C'est vrai avec les abayas à l'école, c'est vrai avec le burkini, c'est vrai avec le voile et c'est aussi vrai... Quel est le rapport entre une tenue vestimentaire et une conquête de territoire? Ce mec a complètement vrillé. Moi, quand je sors, un voile, ça me fait ni chaud ni froid. Et je le vois clairement que ça n'a rien à voir avec leur discours. Elle porte un bout de tissu sur la tête car elle pratique leur religion. C'est simple à comprendre. Là, en image, vous voyez les rues de ma ville quand je vais dehors. Et franchement, comment peux-tu faire autre chose que t'en foutre? En plus de ça, j'aimerais rajouter que la France est traditionnellement chrétienne. J'aimerais bien les voir, moi, ceux-là qui portent ces discours sur le voile, d'aller dire avec insolence à leur grand-mère chrétienne d'enlever leur voile. Car au cas où vous ne le saviez pas, ce n'est pas que dans l'islam le voile. C'est juste qu'au fil du temps, les chrétiens ont délaissé cette pratique. Mais regardez par exemple, il y a 100 ans, Marine Le Pen à cette époque crierait au christianisme intégriste fondamentaliste. Bon là on a parlé que du voile par rapport à l'islam. Mais ils veulent aussi interdire la viande halal. Bon là, leur argument c'est que c'est pour le bien-être animal. Ah, bien trouvé celle-là. Est-ce que vous confirmez plus de halal, plus de kasher si Marine Le Pen est élue président? Oui, au nom de la dignité animale. Bon, c'est pas des politiques qui n'ont rien étudié à cela qui vont définir la meilleure façon de sacrifier un animal. Vous savez quoi? On va laisser un spécialiste le faire. Y a-t-il des risques avec la viande halal? Je préconise un abattage par égorgement pour le bien-être de l'animal. Alors pour les petits animaux, ils sont électrocutés. Pour les bovins, par exemple, ils sont abattus avec un matador. Mais c'est pas réussi à tous les coups. L'égorgement, au moins, on est sûr que c'est réussi immédiatement à tous les coups. Il y a deux façons d'abattre les animaux. Il y a l'abattage par égorgement qui s'est pratiqué de tout temps. Et puis depuis 1964, il y a l'abattage par étourdissement. On étourdit et on tue après. On étourdit et on tue après. Mais on n'étourdit pas... mieux pour les animaux, attendez, monsieur. On n'étourdit pas gentiment l'animal. Il faut savoir qu'un bœuf, on lui fracasse le crâne et qu'un petit animal, on l'électrocute. Alors, je veux bien, on me dira tout ce qu'on voudra. Vous dites c'est pareil. Mais c'est aussi sauvage. Qui peut nous dire? Non mais je pose des questions, c'est vous qui tuez les bêtes. Non, qui peut nous dire que égorger, c'est moins bien que fracasser le crâne d'un animal? Je suis pour le tout égorgement. Ah, vous voulez qu'on égorge tout le monde à vif? Tous les animaux. Tous les animaux. L'égorgement est le plus... Vous les aimez, mais non, les animaux? Je vais raconter une anecdote. Je travaille avec un éleveur de wagyu. Le wagyu est l'animal le plus sensible au monde. On fait tout dans sa vie, pendant toute sa vie, on fait attention à son et on l'égorge à la fin. Et on a fait intervenir un sophrologue animalier qui nous a garanti que l'abattage par égorgement était le plus efficace pour éviter le stress de l'animal. Et je le constate tous les jours. L'étourdissement est une erreur. Quand on a instauré l'étourdissement, on l'a fait pour les cadences infernales des abattoirs. C'est pas du tout pour le bien-être animal. Il faut arrêter de penser ça. On le voit bien là, l'abattage par égorgement est meilleur pour l'animal que l'abattage par étourdissement. Donc si on prend la logique de Bardella, qui est d'interdire l'abattage qui fait le plus de mal, et puis de n'autoriser que celle qui est le mieux pour l'animal, eh bien il faudrait interdire l'abattage par étourdissement et n'utiliser que l'abattage par égorgement. Ce qui veut dire qu'il faudrait autoriser que la viande halal et cachère. Et oui, retournement de situation pour monsieur Bardella. Il y a un gros problème avec les musulmans de la part du RN, car tout simplement interdire aux musulmans de pratiquer leur religion, ça révèle de l'islamophobie. Et c'est en plus contraire à la laïcité, qui est que tout le monde a le droit de pratiquer sa religion, dans la mesure où ça ne trouble pas l'ordre public. On appelle ça la liberté de culte, Madame Le Pen. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des grandes choses qui sont reprochées au RN, passons à ceux qui leur font barrage. La France, ce n'est pas l'extrême droite. Le nouveau Front Populaire. L'un l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. La France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'école. Créé pour faire barrage au FN aux élections législatives, il combine 4 partis de gauche. LFI, Europe Écologie Les Verts, le PS et le Parti communiste. Bon, pour ce dernier, je trouve quand même que c'est assez compliqué de les qualifier de gauche, même si je vois un peu la logique derrière. Bon, on va commencer par un grand reproche. Les NFP ont-ils un système économique stable? Bon alors, je vais pas tout passer en revue, mais je vais pointer un seul détail. Bien que des économistes ont validé le système économique de ce parti, il y a un truc sur lequel je m'interroge, et c'est celui des ultra riches. Parce que je comprends que taxer beaucoup plus les riches, c'est bien pour financer l'État et aider à appliquer le programme, qui est coûteux si on enlève ça. Mais le problème, c'est que tout simplement, ces personnes-là vont se délocaliser, ils vont changer de pays, et les grandes entreprises ne s'installeront pas en France. Et ça va faire l'effet inverse, vu qu'il n'y aura plus sur qui taxer énormément, car les riches se seront barrés. Pour beaucoup, ils en ont rien à faire d'aider le pays, malheureusement. Et c'est surtout le cas pour les grandes entreprises. Je sens bien que, avec ce qui se passe au Proche-Orient, avec... vous savez, c'est quand même la première fois depuis très longtemps, il y a une force de gauche qui a 22% à l'élection présidentielle, son candidat Jean-Luc Mélenchon, une force de gauche aussi massive
tient un discours antisémite. Antisémite? Oui. Jean-Luc Mélenchon? La haine, oui. Il est antisémite? Oui. Son tweet à l'occasion du déplacement de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale en Israël, est un tweet antisémite. On nourrit un tel discours vis-à-vis d'Israël, c'est-à-dire on refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste, où on explique que c'est même une organisation de résistance. On est là dans quelque chose de gravissime. Ils accusent Mélenchon d'antisémite à cause de deux principales choses. Premièrement, un tweet. Voilà la France pendant ce temps. Madame Braun-Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre au nom du peuple français. Braun-Pivet a collé sur Mélenchon qu'il est, comme par hasard, choisi le mot camper dans son tweet. Et elle dit que c'est antisémite. Ce qui est sûr, c'est que, connaissant un peu Jean-Luc Mélenchon, je suis convaincue qu'effectivement le mot camper n'a pas été choisi par hasard et que le fait que je favorise les massacres, c'est à nouveau une nouvelle cible qu'on me met dans le dos. Et oui, c'est très grave. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous. Enfin, je sais pas. Je suis désolée, mais je suis très choquée, en fait. Je suis navrée. Donc dire camper n'est pas un souci, mais quand c'est à une personne juive, ça devient antisémite, à ce que je vois. Vous allez voter Front National, Rassemblement National. Est-ce que vous avez entendu M. Bardella vous dire que la retraite sera à 66 ans? Les gens, vous avez réalisé ça? Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Vous regrettez cette phrase ou pas? Attendez, laissez-moi répondre. Le choix de mes réponses, je l'ai ou pas? Oui, vous l'avez. Bien vous parler mais moi j'ai des questions aussi. Oui. Alors, terminons et après on passera à la suite des calomnies à mon sujet. Donc, commençons. On passera au programme après. Oui. Ah, c'est important. Non, oui, le programme, bien sûr, c'est important. Là, pourquoi vous parlez d'autre chose et surtout de bêtises? C'est dans l'actualité. Allez-y. Allez. Tout seul, c'est... Non, mais Yael Braun-Pivet qui campe à Tel Aviv. Est-ce que c'est une phrase que vous regrettez, Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi je la regretterais? Je sais pas, je vous pose la question. Mais non, mais vous posez des questions qui... J'étais en train de vous dire, c'est avec des questions comme celle-là, des absurdités. En quoi le mot camper, camping, est-il antisémite? Tout ça est absurde. C'est un procès d'intention qui m'est fait. Quand on fait ça, du coup, on parle pas du reste. Au camper, est-ce que c'est une erreur ou pas d'avoir utilisé ce mot? Non, parce que ceux qui font une erreur sont ceux qui lui donnent un caractère qu'il n'a pas. Pensez un seul instant que Jean-Luc Mélenchon puisse être ou tenir des propos antisémites, c'est la honte par rapport à la longue histoire qui est la nôtre. Jean-Luc Mélenchon, je me souviens très bien des propos qu'il avait eus lors de la marche pour Mireille Knoll. Il avait dit « Chaque juif de France dans le plus petit village doit savoir qu'il est placé sous la protection de la communauté nationale ». Moi, je le connais bien, Jean-Luc Mélenchon, contrairement à Yael Braun-Pivet qui dit le connaître un peu. Moi, je le connais très bien, Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que Pourquoi choisir ce mot alors? Non, parce qu'elle est en train d'aller sur un campement militaire. Elle est aux côtés de Tsahal. Elle est aux côtés d'une armée qui est en ce moment en train de commettre des crimes. Elle a répondé alors à Yael Braun-Pivet. Je dis que c'est vrai que Yael Braun-Pivet subit depuis maintenant quelques temps des attaques antisémites et qu'à chaque fois qu'elle en a reçu, elle nous a trouvés à ses côtés pour la soutenir et pour dénoncer ces attaques. Prenez date aujourd'hui en disant qu'il est antisémite. Oui, parce que l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Manuel Valls le dit clairement à la fin. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Alors que le sionisme est le fait de vouloir un État juif, alors que les sémites, c'est un groupe ethnique et linguistique du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Si, Monsieur Valls, c'est bel et bien différent. Mais pourquoi ils le traitent d'antisémite mais ne le poursuivent pas en justice? En 2012, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Jean-François Copé, Nathalie Kosciusko-Morizet et Alain Juppé à 1000 € d'amende chacun avec sursis pour avoir taxé publiquement Jean-Luc Mélenchon d'accointance antisémite. Deuxièmement, il lui reproche de quasiment soutenir le Hamas. Et LFI l'a clairement dit. Le Hamas et les autres organisations ayant participé aux tueries de civils ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On dit vous n'avez pas condamné. Bien sûr que si. Aucun crime ne trouvera jamais grâce à nos yeux. Pour ce qui me concerne, à peine monté dans le train qui m'emmenait de Rabat à Tanger, alors que je n'avais aucune autre information que les commandos armés du Hamas étaient sortis de la bande de Gaza et entraient sur le territoire d'Israël. Je ne savais rien d'autre. Mais j'ai assez d'expérience pour deviner ce qui allait se passer. Et je connais assez les uns et les autres pour avoir une idée de ce dont ils sont capables. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. Vous saviez tous, quand cette nouvelle vous est arrivée, que la violence allait se déchaîner. Je l'ai fait de la manière suivante. Je dis « je » beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que mon nom est une fois de plus mis à toutes les sauces et qu'on m'attribue toutes sortes de positions qui ne sont pas les miennes, mais que des gens commentent ensuite. Et comme on la répète 10 fois, à la 11e, le crétin qui la répète fait comme si c'était une évidence et produit son précieux avis sur le sujet. Jusqu'à un sondage où on interroge, paraît-il, des gens pour leur demander s'ils sont d'accord
avec mon refus de condamner le Hamas, ce qui naturellement n'a rien à voir avec ma position. Dans le cas où vous l'auriez oublié, je vais vous la relire, c'est un tweet, ça ne prend pas beaucoup d'espace. J'ai dit « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose ». Là, on est dans les premières heures du combat. La violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Horrifiés, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Cessez le feu. Les peuples palestiniens et israéliens doivent pouvoir vivre côte à côte, en paix et en sécurité. La solution existe, celle de 2 États, conformément aux résolutions de l'ONU. Voilà un document qui dit que son horreur est la même quelle que soit la victime, qu'elle soit palestinienne ou israélienne. Enfin, elle dit qu'une solution politique existe, ce sont les 2 États. Voilà ce que j'ai dit. On refuse de qualifier le Hamas comme organisation terroriste. On est là dans quelque chose de gravissime. Alors on me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste ». Et vous vous demandez pourquoi nous refusons de le faire. Je n'utiliserai pas ce vocabulaire. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi, bande de phraseurs, d'occupants de plateau à perte de vue. J'imagine que vous me reconnaissez à un certain niveau, au moins un QI égal au vôtre ou à la moyenne, ou légèrement en dessous du vôtre. Pourquoi? Parce que si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit aucune dénomination de caractère terroriste. Les 2 seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisations terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Cela est possible à la Cour pénale internationale. Et que de l'autre côté, l'ONU accuse Israël de crimes contre l'humanité, pendant que Marine Le Pen nous parle de légitime défense. Israël a le droit de se défendre. Et je considère même que c'est un devoir de l'État israélien de défendre sa population. Nous avons depuis le 7 octobre appelé au cessez-le-feu et à la libération des otages. Gilles Panot est là pour répondre. L'ONU est antisémite. Vous répondez. Ne répondez pas à sa place. Antisémite. Ah oui, bon bah alors effectivement, on n'est pas d'accord. Si vous pensez que l'ONU est antisémite, effectivement, on a un problème. Parce que je vous le dis, l'ONU ne classe pas non plus en organisation terroriste. Mélenchon a déjà injustement été taxé d'antisémite, pas qu'en 2012, mais aussi en 2021 et certaines autres années. Je pense notamment que vous êtes assez grand et avez assez d'expérience pour savoir que la répétition de ces accusations ne reflète pas forcément sa véracité. Voici Mélenchon en 2021. Bon, on peut dire que ceux qui ne cessent de le taxer d'antisémite, ils voient le mal partout, comme quand on utilise simplement un mot du dictionnaire, ou en réalité diaboliser Jean-Luc Mélenchon dans leurs pensées, et donc ne rate pas la moindre occasion pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Au lieu de les traiter, vous criminalisez le mal logement. Votre loi, c'est une véritable fabrique à sans domicile fixe. N'avez-vous pas honte ? Face à la crise du logement, à la crise sociale qui s'accentue de jour en jour, vous n'avez rien trouvé de mieux. Nous n'accepterons pas que l'on considère comme des coupables ceux qui, dans la nécessité d'éviter la maladie et peut-être la mort, occupent des logements vacants. Ces mots ne sont pas de nous. Ils sont d'un ancien collègue qui siégeait ici. Son nom, c'était Henri Grouès. Il était plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. Si votre loi était passée jadis, l'abbé Pierre serait en prison. Maintenant, la grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir, si on venait investir votre domicile, vous voyez. La nouvelle loi anti-squat est une loi qui est passée le 27 juillet 2023. Squatter le logement qui appartient à une autre personne était déjà puni par la loi depuis 30 ans. Mais cette nouvelle mesure de 2023 vise à rendre la loi plus stricte, en réduisant le délai et en alourdissant les peines. Cette propriétaire achète un appartement tout neuf. Mais quand elle veut le louer, ma clé ne rentre plus dans la serrure. Un couple de squatteurs l'occupe. Elle va mettre plusieurs mois à les faire partir. Et lorsqu'elle peut enfin entrer dans son appartement, les radiateurs qui ont été arrachés, la plaque de cuisson littéralement explosée, les portes arrachées, des trous. Oui, effectivement, la gauche et plus particulièrement NFP sont contre. Ça peut s'expliquer par le droit de simplement vivre. Car dormir dehors dans le froid mène à des centaines de morts par an. Donc c'est de la nature humaine de vouloir un abri. Et les opposants considèrent, et de manière totalement logique, que squatter un bien, c'est du vol. C'est pas toi qui l'as payé, et c'est pire si t'endommages ce qui t'appartient pas. Ils veulent bel et bien supprimer cette loi anti-squat. Bon, on peut comprendre que l'humain veuille naturellement un refuge, mais je suis pas du tout d'accord que ça se passe dans un logement qui t'est pas destiné. Même s'il y a personne dedans, et la raison ne te regarde pas, c'est pas toi qui l'as
l'a payé. T'es propriétaire, t'as payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour avoir tes mètres carrés. C'est pas pour les donner en cadeau à des gens. Sauf si évidemment tu l'autorises. Si moi j'ai la place et la volonté, et il y a une famille avec des enfants qui par le froid risquent de mourir dehors, alors que je peux les accueillir, je les accueillerai par humanité si les moyens me le permettent. Mais je ne prends pas mes désirs pour la loi. C'est simple, il faut que ceux qui ont acheté un logement ne se le fassent pas squatter. Et ceux qui sont SDF, on va leur donner une autre solution qui fera qu'ils n'auront pas besoin de squatter quelqu'un. L'État peut construire plus de centres d'accueil, ils n'auront pas besoin de squatter et donc pénaliser une personne innocente. Je trouve que précisément sur ce point-là, c'est un peu extrême d'être contre cette loi. Bon, si c'est pour les peines d'amende et de prison, je peux comprendre. Dans ce cas, rendons la loi moins stricte sur ce point-là, tout en assurant un délai plus court pour sortir les squatteurs qui profitent de ce qu'une personne a payé et ne leur a pas autorisé à habiter. Le RN a pas mal de positions extrêmes et sont bel et bien d'extrême droite. Le NFP est un mouvement de gauche, bien qu'ont parfois des positions que je comprends qu'on pourrait qualifier d'extrême, mais dans l'absolu, ce n'est pas un parti d'extrême gauche. La vraie extrême gauche en France, c'est Lutte ouvrière. En fait, je rejoins la catégorisation du Conseil d'État. En conclusion, la politique, ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas les gauchias contre les droitards fascistes, mais c'est nuancé. Peu importe votre préférence, le principal c'est que tout le monde puisse vivre ensemble dans un pays. Et retenez que la violence ne mène qu'à la violence, donc ça n'a aucun sens d'insulter le camp adverse. Montrez-leur plutôt l'exemple avec le bon comportement. Les commentaires sont un espace excellent, alors utilise-le de la meilleure des manières pour partager ton avis. Et je t'invite à t'abonner car ce que je dis est pertinent.